Coucou. Salut Audrey. Ouais, j'étais chez le coiffeur. T'as remarqué? Bah, il faut bien commencer les vacances. Voilà, alors comme la dernière fois, je fais le direct que je ne pourrais pas enregistrer parce que mon téléphone ça fonctionne pas. Du coup, je suis en train d'enregistrer en même temps sur mon ordinateur via un logiciel, donc je pourrais mettre du coup la vidéo sur YouTube si jamais il y en a qui veulent la voir après les 24 heures du coup. Sinon, c'est pas possible. Donc il y a encore peut-être un petit peu de monde qui arrive avant de vous présenter ce super livre. Bah, du coup, Dimitri, si tu as des commentaires, Audrey, si tu as des commentaires, tu pourras nous dire. Je sais pas si tu l'as déjà lu le livre, celui-là. Salut! Oui, donc pour expliquer, avant de parler du livre en détail, en fait, ce livre-là, il nous a été offert par Retz lundi dernier quand on a été les voir à Paris. Donc on a eu la chance de rencontrer des auteurs. Et en fait, il y a l'auteur de ce livre-là, Émile Lemaine, qui était là et qui nous a parlé du coup de son livre et qui était vraiment super passionné par ce qu'il nous a raconté. Et ça m'a donné envie de le lire tout de suite quand je suis rentrée chez moi. Et franchement, il se lit hyper vite. Parce qu'en fait, c'est pas un genre de descriptif de plein de pédagogie juste comme ça en disant le principe de la pédagogie, etc. C'est vraiment un témoignage de ce qu'il a vu dans des écoles, ce qu'il a vu durant son tour du monde. Donc c'est hyper intéressant et ça se lit d'une traite. Hein. C'est assez passionnant en fait. Coucou tout le monde. Bon je vais commencer du coup. Alors, en fait, ce livre, si on voulait, il se compose de deux parties en fait. Il y a une première partie où il va expliquer, ça s'appelle le rôle de l'école. Donc ça rappelle un petit peu, voilà, ce qu'on attend de l'école. Comment fonctionne l'école française déjà, de façon traditionnelle. En fait, il raconte ce qu'il a poussé à faire son tour du monde et à chercher d'autres pédagogies et d'autres façons de voir l'éducation. Parce qu'en fait, il explique bien que l'école française traditionnelle, voilà, ça lui convenait pas lui en tant qu'enfant malgré qu'il soit un bon élève et il avait envie d'autre chose. Il explique que voilà, le principe d'école traditionnelle, c'est vraiment c'est le problème, c'est le principe de simultanéité, c'est-à-dire que tous les enfants vont réaliser la même chose au même moment. Voilà, même s'il y a de la différenciation qui peut être mise en place, généralement, c'est la même chose pour tout le monde en même temps. Et ça le gênait parce que du coup, il y a un grand manque de liberté pour les enfants. Et il y avait aussi ce manque d'interaction entre eux, puisque généralement, c'est l'enseignant qui va divulguer son enseignement et puis les enfants écoutent. Même si je caricaturise beaucoup et que, heureusement, de nos jours, il y a de moins en moins d'enseignants qui fonctionnent comme ça, mais lui, il est parti de ce principe-là et de ce qu'il avait connu dans son enfance. Voilà, il parle aussi dans cette première partie-là du fait que l'école forme des individus en vue d'un développement économique du pays. C'est surtout le cas avant, avec les usines où on avait besoin d'individus qui puissent fonctionner de la même façon, qui étaient capables de mémoriser beaucoup de choses, mais pas forcément de réfléchir.
Et voilà, c'est tout ça qui l'a poussé un petit peu à se questionner et à trouver des solutions peut-être ailleurs qu'en France. Même s'il a trouvé des choses très intéressantes quand même dans notre pays. Voilà. Il n'y a pas que dans le monde qu'on peut trouver des choses sympas. Et voilà, donc dans le premier livre, au début c'est ça, c'est un constat. Du coup, j'ai noté, hein, j'ai pris des notes pour rien oublier. Ensuite, il explique de manière assez généraliste les grandes pédagogies qu'on peut connaître, notamment la pédagogie Freinet, la pédagogie Montessori, la pédagogie Steiner, et aussi quelques autres. Et sur ces pédagogies-là, il essaye de se questionner sur le côté innovant de ces pédagogies-là, parce que c'est des choses qu'on entend beaucoup maintenant en disant que Montessori ou Freinet, c'est des pédagogies innovantes. Il s'est questionné sur le côté innovant de ces pédagogies-là, qui sont quand même assez anciennes, et il se demandait en quoi elles sont vraiment innovantes. Puisque finalement, ce sont des pédagogies alternatives, mais lui, dans le livre-là, il dit qu'elles sont figées. C'est-à-dire que souvent, les gens, par exemple, les gens qui font Montessori, peuvent se dire, puis il y en a certains, pas tous évidemment, c'est toujours pareil, hein, je généralise pas, mais qui vont se dire, moi je fais du Montessori, je prends le descriptif qu'a fait Maria Montessori et je l'applique et c'est tout. Je fais du Montessori et je vais pas plus loin dans la réflexion et la démarche. C'est une pédagogie qui fonctionne, je la mets en place telle qu'elle et c'est tout. Et c'est ce qu'il a rencontré dans certaines écoles, hein, des enseignants qui lui ont dit ça clairement. Je fais du Montessori donc j'applique finalement. Voilà, c'est ça qu'on se questionne, c'est des pédagogies qu'on peut dire innovantes parce qu'elles amènent des réflexions et des manières de penser un petit peu différentes de l'école traditionnelle, mais en les appliquant telles quelles sans forcément réfléchir à sa façon d'enseigner, à sa façon d'être et aux enfants qu'on a en face de soi. On peut se retrouver finalement à appliquer des choses qui ne correspondent peut-être pas et voilà, ce qui est dommage du coup, et on perd cette idée d'innovation finalement. Donc voilà. Voilà. Après, il va développer d'autres pédagogies, autres que celles qu'on peut connaître de manière assez classique, qui sont dites plus souples, où il n'y a pas de guide, il n'y a pas de trame rigide comme on peut retrouver dans les Freinet, Montessori, où on a souvent plein de livres qui en parlent, plein de livres qui décrivent un petit peu comment ils font fonctionner. Et finalement, on perd cette liberté-là si on s'y tient trop. Voilà, donc les autres pédagogies qu'il va décrire dans le livre-là, c'est vraiment pas des guides ni des modèles à suivre, c'est des propositions d'idées, des propositions d'innovation, de choses, d'idées qu'on peut mettre en place dans les classes. Qu'il a toujours beaucoup trouvé en Finlande, en Nouvelle-Zélande, en Norvège, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en France et en Autriche. J'ai rien oublié, il me semble. Non, je vous en reparlerai après. Voilà. Et j'en parlerai tout à l'heure, mais il y a notamment une école qui l'a fortement marqué dans ce livre-là. Il nous en avait parlé justement le jour où on l'a rencontré, c'est les écoles démocratiques. Voilà. Donc ça, je vous l'expliquerai après. Voilà, vous n'hésitez pas s'il y a des questions, vous voulez que je vous montre des choses particulières dans le livre, n'hésitez pas, sinon je vais continuer mon petit exposé. Voilà. Alors, donc ça c'est la première partie, comme je vous l'ai dit, je vous montre quand même. Hop. Voilà, donc c'est le rôle de l'école, comme je vous ai dit. Dans cette partie-là, donc il y a les pédagogies alternatives classiques, donc je vous ai dit Montessori, Freinet et compagnie, et les pédagogies alternatives, et notamment donc les écoles, je crois qu'il y a que celle-là d'ailleurs là-dedans, les écoles démocratiques, et puis quelle est la place de l'école dans la société. Et puis ensuite, on a la deuxième partie, l'école ailleurs, l'école autrement. Donc là, c'est la partie vraiment hyper intéressante de ce livre, où là, il va décrire en fait par école rencontrée quelles sont les pédagogies mises en place dans ces écoles-là et quels sont les points en fait, les points sur lesquels on peut essayer d'agir pour améliorer l'école. Ça se rapproche beaucoup du mouvement Colibri. Oui, alors c'est vrai que moi c'est une pédagogie que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, la pédagogie du Colibri, qui est développée par Sylvain Connac dans le livre que j'ai lu et que je vous ai mis d'ailleurs sur le blog. Mais c'est vrai qu'il reprend souvent dans le livre, en fait, il fait référence souvent à Sylvain Connac, à la coopération, à toute cette pédagogie-là.
qui va se retrouver du coup dans ces différentes écoles autour du monde. Donc c'est vrai que ça, on peut le rapprocher. La classe de scène. Voilà, c'est ça. On peut rapprocher ça aussi, même si c'est pas forcément ces écoles-là. Comme je dis, c'est pas une pédagogie. C'est vraiment un mélange de plein de choses, plein d'idées qu'on peut mettre en place. Et en fait, ce livre-là, une fois qu'on a passé la partie descriptive, la deuxième partie-là, elle se décline en 20 ou 21 points. Ça va dépendre parce qu'en fait, il y a 21 points dans le sommaire, mais dans le livre, pour l'instant, il n'y en a que 20, étant donné que c'est une version encore non aboutie qui est encore à corriger, pardon. Donc en fait, il y a 21 points. Ça commence ici, mais je vais vous les décrire. Là et encore derrière. Et en fait, il y a 21 points qui sont développés à travers toutes les écoles qu'il a rencontrées. À travers des grandes idées. Voilà. Il y a des questions. Il n'y a pas de questions. Alors, donc la première grande école qu'il a rencontrée, c'est une école publique en Nouvelle-Zélande. Publique en Nouvelle-Zélande, qui va prôner la liberté d'apprentissage, la pédagogie de projet et ce qu'ils appellent l'outdoor education. Voilà, donc la mise en valeur aussi de l'extérieur, de la nature, dans laquelle il va développer en fait 7 points. Mais ça, je vais peut-être vous le remettre sur le blog avec la description que j'en avais fait du livre. En fait, quand Émile nous l'a présenté, je peux vous remettre le sommaire avec les points, si ça vous intéresse, hein, avec les différents points classés par école rencontrés. Et donc, en fait, dans cette école en Nouvelle-Zélande, il a parlé, il met en avant la liberté d'apprentissage, le respect du rythme de chacun. Donc là, du coup, on retrouve exactement ce qu'on peut lire, voilà, chez Sylvain Connac, chez plein de pédagogues. L'aménagement de l'école pour favoriser l'autonomie. Donc là, vous comprenez bien que moi, rien que les 3 points là, ça m'emballe carrément. Ensuite, l'utilisation des tablettes au service de l'autonomie. Voilà, parce qu'il y a aussi quand même une part même si elle n'est pas hyper marquée dans ce livre-là, il y a quand même une place qui est laissée aux nouvelles technologies. Mais comme il dit dans le livre, et ça j'ai vraiment apprécié, c'est qu'il explique que malheureusement, souvent on a tendance à dire j'ai une classe où j'utilise le numérique, mais le numérique n'est pas utilisé de manière pertinente, ou dans le sens où voilà, il explique dans le livre où au lieu que l'enseignant dit prenez la page 35 du livre et faites l'exercice numéro 2, il va dire allumez votre tablette, allez sur le livre numérique page 35 et faites l'exercice 2. Donc là, le numérique n'a aucun intérêt et souvent, c'est ce problème-là qu'on peut rencontrer lorsqu'on n'a peut-être pas suffisamment réfléchi à la place du numérique dans les classes. Alors que ça peut être un outil absolument génial et qui peut vraiment être hyper pertinent dans les classes. Donc il y avait ça. Le travail en co-enseignement, ça peut peut-être parler aussi beaucoup à ceux qui vont être, notamment au CP et maintenant au CE1, qui vont être en demi-classe, enfin à 12, et qui vont peut-être devoir travailler du coup, pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir plusieurs classes, dans la même classe à 24 du coup, mais avec un collègue. Voilà, tout ce qui est co-enseignement, ça peut être hyper intéressant. C'est ce qu'on appelle la substitution simple en numérique. Ah bah voilà, merci Audrey. Merci Audrey, tu connais peut-être un petit peu mieux que moi sur le numérique pour l'instant. Voilà, c'est ça. C'est vraiment cette place du numérique qui va vraiment être utile. C'est pas je fais du numérique pour dire que j'en fais alors que c'est pas pertinent. C'est ça le problème, quoi. Et c'est pas forcément facile parce qu'on n'est pas forcément formé comme il faudrait là-dedans en disant j'ai une tablette, je fais du numérique, tiens, je donne un texte à lire sur la tablette à un élève sans qu'il y ait non plus un travail supplémentaire voilà, de la tablette. C'est ça qui est dommage. Oui, Audrey, t'as raison. On va révolutionner ça et oui. Ensuite, il parle des notes en disant que voilà, là-bas il n'y a plus de notes. Voilà, ça reprend un peu toutes les idées qu'il y a sur le fait que la note et ça renvoie du stress, ça renvoie beaucoup de choses négatives et que c'est pas forcément pertinent et qu'il y a d'autres solutions à développer pour pouvoir pas que les élèves, du coup, le problème de la note, c'est que les élèves vont pouvoir se comparer et que l'intérêt, c'est que l'élève se compare à lui-même et voit son évolution et l'explique, voilà, à travers des ceintures de compétences, je crois qu'il en parle dedans, il y a des autres façons de faire qui peuvent être plus pertinentes et vraiment efficaces.
Ah oui, autre chose que j'adore en fait, l'école là, Nouvelle-Zélande, j'adore, c'est les temps quotidiens de lecture libre. C'est-à-dire que chaque jour, les enfants, ils ont un temps où ils vont lire pour le plaisir, ils vont lire tous les jours. Alors pour le plaisir ou pas, des fois il y a un travail qui est fait dessus, mais la lecture quotidienne. Ce que je pense on fait chacun dans notre classe, mais c'est bien de rappuyer dessus. Et moi l'année prochaine, justement, je pense faire un créneau de lecture offerte, la lecture plaisir tous les jours, les après-midi, en complément, enfin en alternance avec des séances de méditation, de choses comme ça, pour essayer de couper un peu les récréations, enfin couper un peu pardon les après-midi qui vont être plus longues l'année prochaine, comme on repasse à 4 jours. J'aimerais tellement avoir des tablettes où une déjà c'est je pense que tu voulais dire c'est rageant d'apprendre ça, Marie. C'est vrai que quand on voit, enfin moi je me souviens d'une année où j'étais dans une école, j'étais T1, donc toute nouvelle enseignante, et on a eu la chance d'avoir une classe mobile avec plein de tablettes. Mais honnêtement, je savais pas quoi en faire. Je les ai pas vraiment utilisées moi, c'est plutôt les collègues du coup de cycle 3 qui l'ont utilisé, qui avaient un peu plus de bouteilles et qui avaient peut-être déjà des idées d'utilisation. Mais c'est vrai qu'on a eu une formation où ils nous ont montré des applications. Clairement, hein, c'était des applications de mathématiques, de français, en disant voilà, on peut mettre ça en place dans la classe. Moi, du coup, ça m'a fait un peu peur et honnêtement, je les ai pas utilisées. Et maintenant, je regrette parce que maintenant, j'ai quand même un peu plus d'expérience. Et maintenant, je rêve d'avoir des tablettes pour pouvoir mettre en place des choses vraiment en lien avec les temps d'autonomie, en lien avec tout ça, qui soit plus pertinent. C'est vrai que ça serait génial. Mais bon, du coup, je les ai plus. Et maintenant, j'ai que une tablette personnelle où j'essaie de mettre en place des choses dans ma classe en espérant qu'un jour, éventuellement, je puisse en avoir d'autres. Voilà. Mais c'est vrai que malheureusement, on n'est pas tous à égalité là-dessus. Et ceux qui en ont, c'est peut-être pas forcément ceux qui sont assez formés et qui pourraient les utiliser de manière efficace. Et ça, c'est dommage. Donc voilà, première classe qui il m'a vraiment emballé par rapport à tout ça. Donc liberté d'apprentissage, pédagogie de projet. Salut Doris. Il y a ma meilleure amie qui est là, qui regarde aussi, qui est une petite fille qui vient pas encore à l'école, mais qui est très intéressée par tout ça, donc bienvenue. Ensuite, deuxième école qu'il a rencontrée, c'est des écoles privées sous contrat en Allemagne. Ah, coucou Petit Pete, comment ça va depuis lundi soir? C'est les écoles en fait Steiner. Donc il nous a expliqué que c'est des écoles qu'on retrouve principalement du coup en Allemagne, qui sont pas tellement répandues, je crois. Je sais pas si je dis pas de bêtises, c'est ce que j'ai compris. Où on va développer, alors dans le livre, il y en a que 3 qui sont développés, mais dans le sommaire, il y en a 4. Il y a l'exposition des élèves à une infinité de disciplines, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont proposer aux élèves plein de choses, vraiment énormément de choses, pour pouvoir, du coup, puissent découvrir plein de choses différentes, autres que les... je les avais un peu décrits sur mon blog, autre que les domaines disciplinaires classiques. Voilà, on va essayer de développer le côté artistique, le côté activité physique, voilà, tout ça. Qui est vraiment mis en avant. Il parle aussi de l'implication des enseignants, l'application des parents. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'aimerais vraiment développer l'année prochaine aussi. On y réfléchit de plus en plus avec les collègues. On est en train de réfléchir, voilà, à des créneaux où on pourrait inviter les parents à nous aider à s'investir davantage, à peut-être pourquoi pas nous faire partager de leur expérience ou de leurs compétences et leur expertise dans certains domaines que nous on ne connaît peut-être pas forcément, ça pourrait être intéressant. On parle aussi, donc dans le sommaire, il parle de l'application d'intervenants. Donc dans une même idée, pour voir si on connaît des personnes qui sont experts dans certains domaines, voilà, les impliquer, parce que nous on ne sait pas forcément tout, et d'avoir des gens qui sont experts, ça peut être hyper enrichissant et intéressant. Et de voir que voilà, la maîtresse elle sait pas tout, et qu'il y a d'autres personnes qui peuvent être ressources et qui peuvent apporter des choses. Bien dit, j'ai des tablettes et peu de formation pour le coup. C'est ça en fait, on n'est pas formé beaucoup là-dessus. Enfin, ça serait bien d'avoir vraiment des formations concrètes où on puisse nous dire, autre que dire il y a telle application, mais comment on peut l'utiliser, comment on peut faire pour que les tablettes, voilà, comme ils disent dans le livre, ça soit vraiment un outil d'autonomie. Je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant avec les tablettes ou tous les outils numériques, c'est de permettre aux enfants d'être autonomes et que l'enseignant soit pas toujours sur leur dos et qu'on puisse nous aussi avoir ce recul et les laisser faire. Ça serait super. Et enfin, dans les écoles Steiner, ils mettent en avant aussi les langues étrangères
qu'il y ait un apprentissage le plus tôt possible. Voilà. Bon, ça pareil, niveau formation des langues étrangères, c'est un peu compliqué. Enfin, on a des formations à l'ESP, enfin oui, maintenant c'est ancien UFM, maintenant c'est l'ESP. Mais voilà, il y a des gens qui sont pas du tout à l'aise avec les langues étrangères, donc pouvoir enseigner aux enfants quand on n'est pas à l'aise avec une langue qui nous est vraiment étrangère pour le coup, c'est pas évident, c'est vraiment pas facile. Oui, puis les tablettes, quand on peut en avoir, ça serait super. Tablette, ordinateur même, hein, parce que ça, on n'a pas grand chose, malheureusement. Ensuite, on a les écoles, alors là on vient en France, avec les écoles publiques Freinet ou Oury, une pédagogie Oury. Et également, il a mis avec les écoles Montessori, notamment les écoles privées en Australie. Voilà. Où là, on va mettre en avant les points comme l'entraide. Voilà, quelque chose aussi pareil. Enfin, je veux dire, tous ces points-là, c'est des points que moi, en tant qu'enseignante, je me reconnais dedans. Et quand j'ai lu le livre, je me suis dit, mais oui, c'est génial, ça aussi, c'était trop bien, on va mettre ça en place. Enfin, c'est vraiment des idées qui, je pense, peuvent, pour les enseignants qui se questionnent sur leur pratique et tout ça, c'est hyper enrichissant et ça permet de se remettre en tête plein de choses qu'on peut faire et je trouve ça top. Donc l'entraide, les classes multiniveaux. Et alors il parle bien sûr des classes double niveau, mais même plus de triple niveau, où là on retrouve l'idée d'une classe de cycle. Et là je fais une dédicace à maîtresse Evie, qui en rêve, et c'est vrai que moi aussi c'est quelque chose qui me tenterait un jour, pourquoi pas, de se dire que dans une classe on a des CP, des CE1, des CE2, et voilà, on fonctionne plus du tout en niveau, en classe d'âge, mais vraiment en réel niveau de compétences et de besoins, et on oublie ce cloisonnement en classe en disant t'es au CP, tu fais du CP, t'es en CE1, tu fais du CE1, ok je différencie un petit peu pour t'aider, mais c'est tout. Voilà, vraiment un brassage complet en disant je prends mes CP, mes CE1, mes CE2, je les mets en même temps, je remue bien fort, et après je vois ce que je peux faire pour aider chacun. Parce que malheureusement, souvent, pour moi c'était le cas cette année, j'avais des CE2 qui étaient très bons, j'en avais d'autres qui en grande difficulté. Le fait d'avoir des CE1, ça m'a aidé, parce que du coup, j'ai pu les mettre de temps en temps avec les CE1, les CE1 ont pu leur apporter aussi des choses. Et pareil, j'ai eu des bons CE1, donc ça les a aidés. J'avais des CE1 en grande difficulté, mais le fait d'avoir des bons CE1 ou même des bons CE2 plus grands, donc il y a le côté protecteur, le côté tuteur qui s'est mis en place, enfin, ça fait un mélange qui est absolument extraordinaire. Et voilà, ça serait génial que ça puisse être mis en place le plus souvent possible. Voilà, d'arrêter de cloisonner tout ça. Ah bah Evie, elle est là. Coucou. Alors, nous avons entamé une réflexion aussi sur l'intégration des parents et ils viennent participer à des ateliers créatifs 2 fois par an. Ah, c'est super ça, maîtresse Bryce. Oui, voilà, vraiment des choses, peut-être des choses simples. Nous, avec maîtresse Evie, on a pensé, par exemple, le vendredi après-midi, créer des ateliers, en fait, jeux de société et escape game. Où on pourrait, du coup, ça serait hyper pratique d'avoir des parents qui puissent encadrer des petits groupes, les guider, les aider. Bien sûr, on leur donnerait des directives avant pour les aider. Mais ça serait top, voilà, d'investir les parents dans l'école. Pourquoi pas de leur demander un petit peu, moi ça j'avais pensé, leur demander s'ils ont justement des domaines où ils sont à l'aise, pourquoi pas la pratique d'une langue étrangère, ou alors de la cuisine, ou de la couture, enfin j'en sais rien. Mais vraiment investir les parents dans l'école et qu'ils puissent leur apporter aux enfants des choses que nous on ne peut pas forcément leur apporter, parce qu'on ne sait pas tout. Donc ça serait top. Mais on y travaille avec maîtresse Evie, on y travaille très très dur. Moi, c'est le mardi atelier jeu. Oui, voilà, je vois qu'il y en a beaucoup qui font ça et c'est vraiment bien parce que, au-delà du jeu, ça apporte déjà, ça développe plein de compétences chez les enfants. Les parents sont investis. Ça nous permet peut-être d'avoir aussi ce recul-là. Enfin, escape game, ça me tente trop. Écoute, je sais que ma super copine Marine, petit bout de maîtresse, en a fait énormément. Elle est à fond dedans. Moi, j'en ai testé quelques-uns et c'est vrai que là, pendant les vacances, j'aimerais bien essayer d'en créer des escape games, mais vraiment pas. J'aimerais bien, je ne sais pas si je vais y arriver, mais de faire des énigmes où il n'y aurait pas forcément des trucs purement français ou mathématiques, mais vraiment des énigmes qui permettraient de développer d'autres compétences, vraiment la logique, la réflexion, le travail de coopération, tout ça qui sont vraiment à développer et qu'on ne peut pas forcément développer dans les séances classiques. Il n'attend que ça, je pense ouvrir aux parents mais pas abouti. Oui voilà, c'est pas facile non plus de trouver le juste milieu entre je laisse entrer les parents mais il faut pas non plus qu'ils s'imposent trop. Enfin, voilà, faut trouver un juste milieu, c'est pas facile quoi. Garder sa place d'enseignant tout le temps, les accueillant,
Ça reste à tester. On peut. Après, ça ne demande pas à ce qu'on ouvre complètement tout de suite. Ça peut être, voilà, comme certains d'entre vous disent, ça peut être une après-midi, ça peut être un petit créneau d'1 ou 2 heures en disant, bah, ce créneau-là, j'ai besoin de parents pour m'aider, ou est-ce que vous avez des propositions d'activités, tout doucement les faire rentrer dans l'école par petits morceaux, un petit peu comme la classe flexible finalement, et je pense que c'est tout à fait faisable, et je pense qu'ils, voilà, comme tu dis, ils demandent que ça, les parents. J'avoue, pas facile à mettre en place l'escape game. Eh ben, je vais y travailler. Je pense qu'avec Thibaut de maîtresse, on va essayer de voir pour faire un truc. Je sais pas, ça te dit? Je sais pas si Marine, elle est là. C'est de travailler ensemble à un truc création d'escape game. Pourquoi pas? Ça serait sympa. Mais en tout cas, si j'en fais, je les mettrai sur le blog. Donc, vous pourrez tout de suite en profiter. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc je reviens à mes pédagogies Freinet, Montessori et Ouri. Après la classe multiniveau, il y avait aussi les projets de groupe. Donc voilà. Donc c'est l'idée de laisser aux élèves des temps dans la semaine pour avoir leur propre projet personnel. Donc au-delà des compétences classiques, c'est vraiment de leur laisser le temps d'avoir leurs idées, de développer des choses qui les intéressent et du coup finalement de travailler toutes ces compétences de français, de mathématiques, avec les compétences transversales à travers un projet qui les intéresse et qui les motive. Du coup, on développe la motivation intrinsèque, toutes ces choses-là qui sont aussi dans le livre de Sylvain Clonac et dans d'autres livres de pédagogie alternative, où on va vraiment valoriser voilà, ce côté, on motive l'enfant et après il va être apte à développer encore plus de compétences et à être plus efficace. C'est comme nous finalement, si on nous impose des projets, on n'est pas forcément motivé, on n'a pas forcément envie de s'investir, alors que si on nous laisse le choix du sujet, on est prêt à soulever des montagnes, je pense. Voilà, c'est ça. Les enfants, c'est comme nous. Hein. Je viens apporter ma collaboration. Ah ben, ce qu'on peut faire, on peut essayer de trouver un truc, comme ça peut être sympa. Si vous voulez, moi, je peux... vous me dites si ça intéresse plusieurs personnes, ça peut être sympa. Pourquoi pas de créer sur mon blog une rubrique Escape Game, pourquoi pas. Et on pourrait, par exemple, je suis en train de m'emballer sur un truc là, de faire par niveau de classe, pourquoi pas, ou cycle 2, cycle 3, si on veut pas non plus trop formater, et où vous pourriez proposer des énigmes ou des choses comme ça, voilà, en évitant peut-être au maximum que ce soit des choses trop mathématiques, en disant par exemple, pour avoir un indice, résout 5 additions posées à retenue, vraiment pas là les trucs trop scolaires, mais vraiment amener ça, évidemment il y aura des maths et du français, mais amener ça de manière plus ludique, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça serait vraiment sympa. Voilà, donc si jamais il y en a que ça intéresse, je vais... Ah bah c'est cool, il y en a plein qui sont... Ah, je suis trop contente. Il y en a plein qui sont motivés. Bah, si vous êtes motivés, je vais réfléchir à ça, créer une petite rubrique, et puis ben je vais vous demander de contribuer, ça pourrait être sympa. Peut-être pourquoi pas choisir, au-delà de faire par niveau de classe ou de cycle, peut-être des thèmes, pourquoi pas? Je sais pas, le thème Égypte, le thème nature, le thème j'en sais rien. Et oui, t'as raison Sandra, plusieurs on est toujours plus fort et on va plus loin, hein, de toute façon, hein. Y a pas de secret. Mais en tout cas, si vous êtes tentés de faire ça tous ensemble, moi ça me motive à fond. Hein. Ouais, c'est cool. Bon bah écoutez, je me le note et tout à l'heure je vais faire ça. Y a pas de souci. Ça va être trop bien. Et puis je vous avoue que moi ça me fera un petit peu moins de travail et si en plus vous pouvez donner des bonnes idées pour faire ça. Un escape game, c'est mon challenge 2008-2019. Ah bah écoute Marie, tu viens avec nous. On essaie de se faire ça, de se faire une petite rubrique sur le blog pour partager tout ça. C'est génial, mais dur de lâcher prise au départ. Projet personnel. Oui, mais par cycle, c'est une bonne idée, ça serait top. Eh ben, vous me dites si vous préférez qu'on fasse par niveau classe, par cycle. Je vais peut-être faire un sondage tout à l'heure après, faut que je me le note. Est-ce que j'ai des stylos là? J'ai un bureau, mais je n'ai pas de stylo. Je vais me le noter, sinon je vais oublier. Alors, on a dit escape game. Alors, soit par classe, soit par cycle, soit par thème. Et du coup, je vais créer une rubrique. Comme ça, vous me direz si vous êtes motivé. Voilà. Non, c'est éparpillé. Et les garçons. Non, je vais y arriver jusqu'à la fin. Je suis à la moitié. Donc voilà. Ah, dans Freinet, Ouri et compagnie, il y a aussi le développement des compétences sociales.
où ils expliquent que c'est hyper important, que c'est pas forcément le point fort de notre école maintenant et surtout avant. C'est vraiment développer voilà tout ce qui est bon, ça se développe de plus en plus, voilà la coopération, apprendre à gérer ses émotions, ça se fait de plus en plus, apprendre à lire les émotions des autres, à vivre en communauté, comment interagir, comment réagir par rapport aux autres, tout ça c'est voilà, c'est très important. Et ça, et dans le livre, il le dit que ça, finalement, si on développe ces compétences sociales, elles vont apporter un plus aux compétences scolaires, finalement. Ça va ça va améliorer, en fait, les résultats des enfants. Alors, il y avait ça. Et aussi important, et ça, on en parle de plus en plus aussi, mais pareil, je pense que c'est pas suffisamment développé dans les écoles, c'est la lutte contre le harcèlement. Donc dans le livre, je vous spoil pas tout, mais dans le livre, il explique qu'il lui-même a été victime de harcèlement durant son enfance et que c'est pas forcément facile pour un enfant de mettre des mots sur son harcèlement, de le dire aux adultes et essayer de trouver des idées pour que l'enfant puisse voilà, dire les choses, puisse gérer tout ça. Pareil, c'est dans le livre et ça s'est bien développé, c'est hyper intéressant et ça fait réfléchir. C'est super aussi. Ouais, pas de souci, Doris. Bah, écoute, je t'ai dit, là, ça sera sur Instagram, c'est pendant 24 heures parce que j'ai pas cette. Bah, je sais pas, dites-moi comment vous faites parce qu'en fait, normalement, quand on finit un live, il y a un petit bouton en haut qui dit enregistrer et tu peux le garder sur le téléphone. Mais moi, il n'y a pas. Du coup, j'ai un autre logiciel où j'enregistre en même temps. Du coup, j'ai 2 écrans. Et celui-là, par contre, je peux le laisser sur YouTube et comme ça vous intéresse, vous pouvez le re-regarder. Voilà. Et puis poser des questions en dessous s'il y a besoin. Ensuite, alors là, il y a des choses un petit peu moins classiques, on va dire. C'est au Canada et l'autre, je ne sais plus. Je n'ai pas noté. Non, c'est pas au Royaume-Uni. Oui, il y a Royaume-Uni, Canada. C'est des programmes, donc il y avait un peu de Montessori, il y a des programmes, c'est Arrow Smith, Selfield, et la pensée de Jiddu, et je n'oserais pas prononcer son nom de famille, c'est un Indien qui a développé ça. Où on va travailler sur la pédagogie assistée avec les animaux, et ça je trouve ça trop fort. Bon là c'est assez poussé parce qu'en fait par exemple dans une classe ils ont un chien, et ils expliquent que ce chien va permettre à certains élèves qui n'osent pas s'exprimer par exemple devant le groupe de s'exprimer face au chien, en cas de lecture par exemple pour développer la lecture orale. Oui au pire je te redirai tout ça en privé, je te prêterai le livre si tu veux, hein. J'ai dit hein. Je l'ai donc je peux te le prêter donc t'as pas de soucis. Développer ça. Alors il y avait un truc hyper rigolo qui m'a marqué, c'est qu'en fait, non, c'est pas l'enseignante qui choisit les devoirs. Elle propose 3 devoirs sur 3 feuilles, et c'est le chien qui va aller choisir le devoir. Là, ça devient un petit peu dingue là. Et comme c'est le chien qui a choisi le devoir, elle explique, l'enseignante de cette école-là, que les enfants du coup ils acceptent de faire l'exercice parce que c'est le chien qui l'a choisi. Bon là c'est peut-être un peu loin, on n'a peut-être pas réussi à faire ça en France, mais je trouvais l'idée hyper originale et comme quoi eux ils vont vraiment déjà beaucoup plus loin dans la réflexion que nous. Donc il y a ça, il y a le lien très fort entre l'enfant et la nature. D'ailleurs il y a une des écoles, ça s'appelle Forest School. Donc c'est vraiment en fait c'est dans la forêt et c'est même plus des écoles, c'est des petits cabanons et les enfants vivent vraiment en lien avec la nature. Ils sont énormément dehors et là du coup voilà on n'a plus du tout cette idée d'être dans la classe et ils ont la chance d'être entourés de forêts, de nature, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde quand on est dans des grandes écoles entourées de béton et qu'on est bien content d'avoir 1 ou 2 arbres dans la cour. Voilà, c'est pas forcément facile. Et il parle aussi, donc, alors en lien toujours avec ce côté nature, ce côté extérieur, il parle aussi du besoin d'activité physique. Voilà, où les élèves ont vraiment besoin de s'exprimer, de pouvoir courir, de pouvoir se dépenser physiquement. Et finalement, même si on n'a pas de grandes forêts, etc., ça reprend aussi cette idée qu'on développe de plus en plus par ici des assises flexibles et de laisser aux élèves la possibilité d'avoir des assises où ils peuvent un peu gigoter. Et même le fait de travailler, par exemple, comme moi je fais en demi-classe et en son autonomie, qu'il y ait une rotation des élèves, toutes les demi-heures au moins, ils vont pouvoir se lever et marcher, se déplacer. Donc ça reprend cette idée-là aussi que l'enfant a besoin de gigoter, quoi. Puis comme nous, quand on est assis aussi plusieurs heures d'affilée, à un moment donné, on aimerait bien aussi pouvoir un petit peu bouger. Donc voilà. Et enfin, en dernier, dans les derniers points, il y a une école néo-zélandaise publique qui prône la liberté d'apprentissage et l'autogestion. Donc là, on va plus loin que dans la toute première où il y avait déjà cette liberté d'apprentissage. C'est-à-dire que là,
on parle d'une gestion démocratique et collégiale de l'établissement. C'est-à-dire, pour faire simple, ce sont les enfants qui décident. Alors évidemment qu'ils ne décident pas tout seuls, qu'ils décident avec les enseignants, avec les adultes qui font partie de l'établissement, mais tout se joue sous forme de démocratie, c'est-à-dire de vote. Donc dès qu'il y a un élève qui a un souci ou qui a une idée, il va réunir, alors c'est des écoles assez petites je crois, si je dis pas de bêtises, parce que du coup ils expliquaient que le nombre d'enfants par école est assez restreint pour faciliter et pour permettre ce vote. 51 élèves, voilà. Donc du coup, pour voter, c'est un peu plus pratique que quand on est à 300 comme moi. Mais vraiment, l'idée, voilà, c'est qu'il y a une idée qui est amenée par un parent, par un enfant, par un adulte, et que tout le monde va pouvoir argumenter, en dire je suis d'accord, je suis pas d'accord, moi j'aurais fait ça comme ça, et à la fin, il y a un vote. Et si, évidemment, le vote est défavorable, ben, la motion n'est pas acceptée. Et je crois que c'est dans celui-là où même voilà, c'est pareil, c'est la même idée que les chiens, ça va un peu plus loin, mais il y a l'idée que ce sont les enfants qui vont aller choisir, qui vont finalement voter pour les enseignants qui sont dans l'école. Genre d'entretien face aux enfants. Donc c'est assez, voilà, pareil, là ça va assez loin, mais bon, pareil, c'est dans l'idée voilà, d'innover, trouver des autres solutions pour que les enfants vraiment soient impliqués dans leurs écoles et puis soient heureux. Je crois que c'est l'idée principale de ce livre-là, c'est que les enfants soient heureux d'aller à l'école. Voilà, et je pense que c'est ce qu'on cherche aussi nous finalement dans nos écoles en France, hein, même si on n'arrive pas encore forcément à trouver un juste milieu entre le respect des programmes, tout ce qu'on nous impose, finalement quand même on a un cadre à respecter, et notre envie d'innover, de changer les choses pour nos élèves. Voilà. Donc vraiment l'idée de ce livre-là, c'est pas sur une pédagogie à la lettre, mais vraiment ça a inspiré. Donc c'est pour ça c'est un guide, parce qu'il y a plusieurs pédagogies qui sont expliquées, mais c'est en même temps témoignage de lui, ce qu'il a ressenti quand il a vécu dans ses écoles, quand il a travaillé, pour pouvoir un peu choisir ce qui nous intéresse. Donc par exemple, si moi je me dis, j'ai envie d'appliquer les parents, je vais aller voir le numéro 9 et lire ce que lui propose et ce que lui a vu là-dedans. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir s'inspirer de ce livre-là, de voir ce qu'il y a à l'intérieur pour pouvoir après voilà, faire son petit mix, sa petite tambouille et pouvoir mettre en place des choses intéressantes dans sa classe. Voilà. Donc du coup, je ne peux que vous le conseiller. Moi, je l'ai adoré. Je vais garder dans ma bibliothèque de classe parce que je pense que de temps en temps, je vais y revenir pour certaines choses. Voilà. À savoir que ce livre-là, malheureusement, il n'est pas encore à la vente. Il sera en vente le 23 août. Voilà. Donc juste avant la rentrée, ça intéresse certaines personnes. J'ai pas le prix. Je ne sais pas combien il va coûter. Mais voilà, enfin, vraiment un super livre, un super auteur, hyper impliqué, hyper intéressé et hyper intéressant quand il parle de tout ce qu'il a vu et de tout ce qu'il a découvert. Donc je peux que vous le conseiller parce que vraiment il est top. Moi j'adore, je suis fan. Donc je le garde. Et du coup, dans la même idée, je vous avais jamais montré, mais je vous montre vite fait comme ça parce que c'est pas forcément le but de cette vidéo. C'est un livre que j'ai acheté il y a quelques temps. J'avais commencé à annoter, mais j'ai pas fini. Voilà. Alors par contre, là pour le coup, c'est plus, c'est plus une idée de dictionnaire des pédagogies. Là par contre, c'est pas du tout en termes d'école. C'est vraiment de rien, Émile. Franchement, j'ai adoré ton livre et merci pour tout. Merci pour lundi quand on s'est rencontrés, de la façon dont tu as eu de nous expliquer tes découvertes, c'était vraiment top. Donc voilà, donc pour celui-là, en fait, c'est un dictionnaire, si on veut, des pédagogies alternatives principales qu'on a pu rencontrer. Donc on a Froebel, Montessori, Reggio, Steiner, Freinet. Donc on retrouve, il y a des choses qui se croisent dans les deux livres. De Crowley, si je n'ai pas oublié, Mason, Pickler, je connais moins, Lagarandrie, Neil et Stern. Donc à chaque fois, on a l'historique de la pédagogie, les grands principes et comment ça peut être mis en place, et quelques activités. Donc pareil, en complément, là par contre, voilà, c'est un guide, non même pas, c'est un dictionnaire plutôt des pédagogies, mais qui est aussi hyper intéressant. Et du coup, je trouve que les deux, ça va bien, ça fait un bon complément. C'est-à-dire que là, c'est un guide plus complet dans le sens où c'est voilà, dictionnaire. Et là, c'est un vrai témoignage d'une application dans des écoles, voilà. Donc du coup, je trouve que les deux, là, ils se regroupent bien parce qu'on reste dans l'idée de pédagogie alternative, de réfléchir sa classe autrement. Donc moi, du coup, je suis fan, j'adore. Donc voilà, moi, je suis contente.
j'ai des bons livres. Donc voilà, donc je ne sais pas du tout si vous avez encore d'autres questions, si j'étais assez claire, si je peux parler trop vite. Dites-moi, je ne sais pas du tout. Oh, il nous reste encore un petit peu de temps, je pense que je peux rester encore un peu avant d'aller boire mon café. Celui-ci, je l'ai acheté, je vais le commencer cette semaine. Ah bah cool, super. Moi, je te le conseille. Après, comme je dis, il est gros. J'ai pas eu le temps de tout lire, mais je vais le reprendre sérieusement. En fait, du coup, celui-là, merci Émile, celui-là m'a donné envie de continuer l'autre livre, en fait. Donc, je pense que je vais m'y remettre assez rapidement. On peut aussi appliquer les activités à la maison. Ah oui, voilà, c'est ça, en fait. À la base, je pense que c'est... ils le disent bien, c'est des activités, je sais pas s'ils expliquent que ça. Enfin, après, on s'en fiche que ce soit à la maison ou à l'école, ça peut être hyper utile. Hein. Mais oui, voilà, à la maison, à l'école. Ah, du coup, Doris, si celui-là t'intéresse, je te prêterai celui-là aussi. Une fois que la petite sera assez grande. Mais oui, ça ici. Parce que j'aime bien vraiment dans celui-là, c'est les grands principes. Ça peut même être utile pour ceux qui passent le CRPE. Pour avoir vraiment. Moi, j'aurais bien aimé avoir un livre comme ça, assez clair. Ça peut vraiment permettre d'avoir une idée un peu plus claire et précise des grandes pédagogies qu'on a pu connaître et d'être vraiment bien au clair avec ça. Et puis pour ceux qui ont déjà leur classe, ça permet d'aller piocher dans chaque pédagogie en disant ah bah tiens ce grand principe-là, moi il me correspond et je le trouve bien. Et comment on le met en place en classe, comment est-ce qu'on peut développer ça dans sa classe, je trouve ça super. Donc voilà, alors que je m'y remette. Donc voilà, ça vraiment top. Et du coup, en lisant celui-là, bah, je me suis dit que j'allais continuer du coup les livres de Sylvain Connac. Hein, moi, j'ai lu celui sur la pédagogie du colibri que j'ai adoré. Et j'ai vu qu'il y en avait plein d'autres. Du coup, je vais les commander aussi. Et il y en a un autre. Alors, j'avais noté. Voilà, c'est ça. Alors, c'était l'école du troisième type de Bernard Collot. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça s'appelle, alors moi j'adore, après la pédagogie du colibri, on a la pédagogie de la mouche. J'ai trouvé génial. Je dis on va faire tous les animaux comme ça. Moi je vais peut-être créer la pédagogie du renard. Je sais pas ce que vous en dites. Il y a de l'idée. Je sais pas si ça existe déjà, dites-moi. Mais je vais créer la pédagogie du renard. Ça va être génial. Révolution. Voilà. Donc voilà, Bernard Collot, école du troisième type, où on a cette idée en fait. Je crois c'est dans le livre là, dans le livre, ils expliquent en fait il y a trois niveaux d'école si on veut. On a l'école où voilà, c'est l'enseignant qui dit, c'est l'enseignant qui a le savoir, c'est l'enseignant qui transmet le savoir et c'est tout. Il y a le deuxième niveau où ça va plus correspondre à ce que nous on connaît en classe maintenant et qu'on essaie de développer, c'est-à-dire voilà, laisser quand même une place à l'élève, mais il y a quand même cette part de l'enseignant qui est encore assez prégnant. Et il y a l'école du troisième type où là, ça va être vraiment, on laisse la place au maximum à l'enfant. C'est l'enfant qui fait la classe, c'est sa classe à lui. Nous, on est là comme, alors comme il le disait dans le livre, j'ai trouvé ça génial, un facilitateur d'apprentissage, je crois. Et j'ai trouvé ça top. Alors, j'avais des questions. Je passe le CRPE en 2019, c'est justement pour ça que je l'ai pris. Ah bah super, tu vois, franchement, quand j'avais passé le CRPE, j'avais eu ça. J'aurais été trop contente, c'est top. Je trouve ça génial. Alors, c'est excellent, Colo, ça se rapproche énormément des écoles démocratiques. Oui, c'est ça, c'est dans la partie des écoles démocratiques. Et du coup, moi, ça m'a vraiment parlé ce côté, parce que j'essaie de plus en plus dans ma classe de laisser la place à l'enfant, à l'élève, même si c'est pas toujours facile, parce qu'on a tendance à dire non mais dis pas ça, non mais dépêche-toi, je voulais rajouter autre chose. Et non, laisser les enfants dire, laisser les enfants faire la classe, fabriquer les leçons, se faire des commentaires les uns aux autres de manière toujours respectueuse, mais intervenir le moins possible, je trouve ça... Je l'ai commencé à le pratiquer cette année et je trouve ça vraiment génial. Nous, pour nous économiser, parce qu'il faut être honnête, une année d'enseignement, c'est pas, on n'en sort pas indemne, donc c'est pas évident. Mais voilà, mais comme je dis, moins j'en fais, mieux mes élèves se porteront et plus ils seront autonomes. Donc je veux bien passer pour une feignasse à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Mais ouais, donc je pense que je vais acheter le livre de Bernard Collot et puis m'en inspirer aussi pour pouvoir développer un petit peu plus ça dans ma classe, parce que vraiment c'est top. Donc voilà. Et du coup, en parlant de mouches, je pense que je vais me racheter aussi Sa Majesté des mouches. C'était dans les suggestions, et du coup je me dis allez, d'une pierre deux coups. Alors, je connais, tu verras, on peut changer la mouche par le renard.
Non, mais c'est une idée. Je vais créer la pédagogie du renard. Ça serait génial. Ouais, écoute, on peut faire tous les animaux comme ça. Hein. Ça pourrait être sympa. Alors, tu m'as convaincu. Livre sur les pédagogies alternatives commandées. Bon, alors, je vous assure, j'ai aucune... je gagne rien pour faire de la pub comme ça. Pour les livres, c'est vraiment des livres dont je suis convaincue et qui me plaisent et que j'utilise dans ma classe. Voilà. Sinon, j'en parlerai pas. Ou j'en parlerai, mais de manière pas forcément très positive. Donc voilà, je ne sais pas du tout combien de temps ça fait. Je crois qu'il nous reste 10 minutes. Donc je ne sais pas. Maintenant, je vous laisse la parole. Si vous avez des questions, des commentaires ou des choses à dire, moi, il n'y a pas de souci. Bon, du coup, je me suis noté hein, pour les escape games, je vais faire ça. Mais du coup, Thibaut de Maîtresse, je ne l'ai pas vu. Je sais pas si elle est là. Je vais lui envoyer un message pour savoir si elle est motivée à faire ça avec moi. Parce que du coup, comme je vais avoir des CE1, CE2, et qu'elle aura des CM1, CM2, ça peut être vachement bien pour avoir une base d'escape game déjà. Vous voyez, tout est couvert. Et si en plus chacun d'entre vous amène sa petite pierre à l'édifice, ça serait extra. Et comme ça, tranquillement, on fait ça juillet-août, et au mois de septembre, on a tout qui est fait les filles. Et les garçons, pardon, plus l'habitude. Ça serait génial. Vous voyez, d'avoir une base d'exercice, et quand on veut faire un escape game avec sa classe, on a juste à cliquer sur ce qu'on a besoin. Moi, j'aimerais le faire. Penses-tu faire la méthode heuristique? Ouais. Je vais me lancer dedans, du coup, avec maîtresse Aurel, qui était la première à me parler de cette méthode-là. Donc, du coup, on a acheté le livre, en fait, avec la pédagogie de la méthode heuristique. Je sais que maîtresse Aurel, je crois qu'elle va acheter le livre avec les séances ou les activités, je sais plus, les activités, je crois. Moi, j'ai commencé tout doucement sur mon blog. Pardon, j'ai bloqué là. Tout doucement sur mon blog à refaire des programmations et tout ça pour les CE1, CE2. Alors, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Et puis voilà, oui, je vais me lancer, je vais voir, à savoir que, bien évidemment, je vais faire ma rebelle et je vais absolument pas faire la méthode à la lettre. Hein. On reprend l'idée de Montessori, on fait pas que du Montessori, on s'inspire de Montessori, on fait pas tout à la lettre. Eh ben, je vais suivre ce que je raconte, c'est-à-dire que je vais prendre la pédagogie de la méthode heuristique, c'est-à-dire voilà, la manipulation, la place de l'élève, l'autonomie, et tout ça, qui est absolument génial. Mais je veux ajouter ma petite touche renard et adapter ça avec les centres d'autonomie. Parce que ça, je compte pas l'arrêter. Et voilà. Après, c'est une méthode je pense, qui se mêle assez bien avec la méthode heuristique, les centres d'autonomie, tout ça, ça se mélange bien. Dans le sens où les séances, la méthode heuristique sont assez longues. Hein. Ça dure 1 heure, mais il y a plein de parties. Il y a la partie calcul mental que moi, du coup, je vais refiler en calcul mental en rituel. La partie problème que je vais mettre en autonomie une partie et que l'autre partie, c'est ma collègue, plus de maître de classe, qui reste et qui va s'en occuper. Voilà, je vais tout découper. Il y a une partie qui sera faite dans les centres et pas en apprentissage avec moi. Enfin, je vais faire ma petite tambouille et je pense que je vais réussir à adapter ça au centre d'autonomie. C'est le but. C'est pas du tout le but, c'est pas de prendre la méthode heuristique, de faire telle quelle. D'ailleurs, j'ai pas imprimé les séances encore parce que je pense que je vais de tout mixer encore, mais voilà, je pense que je vous en ferai part de façon au fur et à mesure de mon avancée, mais vraiment voilà, adapter la méthode heuristique à mes besoins, aux besoins de mes élèves, et pas prendre le truc tel qu'il est. Voilà. Désolée Monsieur Pinel, hein, mais je vais faire ma chiante et je vais pas tout reprendre tel quel. Alors, tu connais le livre de Daniel Jasmin sur le conseil de coopération? Non, bah je vais le noter. Non mais c'est bien, j'ai pas ce livre à lire comme ça, je vais en rajouter. Alors, conseil de coopération de Daniel Jasmin. Je viens de mettre des hauts clairs quand je fais des lives parce que du coup l'écriture est en blanc sur Instagram et je ne vois rien. Daniel Jasmin. Eh ben merci, je sais plus qui a dit ça. Merci Fastoche la Poloche. C'est gentil pour tes conseils. Thibaut m'a dit qu'elle pensait déjà faire un escape par période historique. À mon avis, ça va trop lui plaire comme projet. Ah ouais, mais j'ai pas entendu ça, elle me l'a pas dit. Par projet. Ah ouais, ça serait trop bien. Mais du coup, si elle s'occupe des périodes historiques, moi je peux m'occuper des thèmes un peu plus généraux comme voilà, la nature, la forêt, l'environnement. L'environnement, ça me plairait bien. Parce qu'en plus, du coup, d'avoir un projet tour du monde où je vais pas mal lier l'environnement et d'autres trucs dont je vous parlerai assez vite. Où il va y avoir vraiment l'empreinte environnementale. Donc ça peut être sympa, un escape game en mode y a un truc qui va être des recettes dans la nature, faut que tu résolves l'énigme avant que
que ça se passe. Ça peut être sympa, ça. Je vais me le noter. Non, mais c'est génial, vous me donnez plein d'idées, c'est trop bien. Sur l'environnement. Voilà. Après, si vous avez d'autres idées de thèmes, ça peut être hyper intéressant et enrichissant. Sais-tu où trouver tout ce matériel? Pourrais-tu nous faire un live sur le déroulement des centres et ton organisation? Alors, pour les centres d'autonomie, déjà, je ne sais pas si tu as été voir, mais j'ai fait quelques vidéos sur ma chaîne YouTube. Et avec Maîtresse Aurel, on avait fait une animation, enfin, forum pédagogique sur les centres d'autonomie. Et on avait fait une intervention d'une petite demi-heure. Et on l'a mis sur YouTube. Donc je ne sais pas, je vais pas prononcer, je suis désolée, je ne vois rien. Defeat Woman. Si jamais tu n'as pas encore été voir ça, je te conseille déjà d'aller voir ça. Et s'il y a besoin de refaire une vidéo sur les centres d'autonomie, j'en ferai une. De toute façon, je pense que je vais en faire une avant la rentrée. Si vous avez des autres questions, des choses, et puis vous présenter mon organisation pour l'année prochaine, qui va être en gros la même et qui va changer légèrement. Ça, je pourrais tout à fait vous le montrer, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. J'adore parler de ma classe, donc tant que je peux le faire et que c'est vous qui me le demandez, c'est encore mieux. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais voilà tout mon descriptif là avec les écoles classées par école et par grandes idées. Je peux vous le remettre sur le blog en dessous la descriptif que j'avais fait du livre d'Émile. Ça vous donne déjà une idée et ça pourra peut-être vous donner envie de l'acheter quand il sortira, je pense. As-tu réfléchi à ton emploi du temps sur 4 jours? Oui, Adèle, je l'ai déjà mis sur mon blog. J'avais fait un article, je sais plus, partie outils de l'enseignant, si je dis pas de bêtises, peut-être. Et en fait, j'explique, je reparle en fait des domaines d'apprentissage. Parce qu'en fait, il y avait eu, je crois que c'est là-dedans, c'est dans l'emploi du temps, je ne sais plus. Enfin bref, vous pourrez regarder. Et en tout cas, j'ai mis mon emploi du temps en version 4 jours et j'ai expliqué en gros, même assez détaillé, chaque journée, enfin une journée type. Comment je fonctionne le matin avec mes rituels, comment se passe le calcul mental, comment se passent les séances de grammaire, de calcul. Enfin, je détaille tout. Donc si jamais, je sais pas si tu as déjà été voir Adèle, je fouille un petit peu, mais il me semble que c'est rubrique matériel de l'enseignant, je crois. Ou alors c'est en autonomie, mais je suis pas sûre. Voilà. Je te laisse jeter un petit coup d'œil et puis tu iras voir, tu me diras. Cette nuit, j'ai regardé votre forum, toutes vos vidéos et celle de Que fait la maîtresse. Ah oui, c'est super. Et il y a aussi, je sais qu'il y a aussi Entrée dans ma classe qui en fait et qui a parlé un peu de sa classe, de sa réorganisation un petit peu au centre d'autonomie en Flexible City. Ah bah voilà, bah Adèle, alors, avant de poser des questions. Non, je rigole. Non mais il n'y a pas de souci, tu vas aller voir et puis comme ça tu me diras si c'est clair pour toi. Une nouvelle vidéo sur les centres m'intéresserait aussi. Bon, je note tout ce que vous me dites. Comme ça, j'oublie pas. Une vidéo sur les centres d'autonomie. De toute façon, là, je dois tout remettre en place, tout repenser. Et j'attends 2-3 meubles. Des nouveaux meubles pour mes centres d'autonomie. Donc, une fois que j'aurai mis tout ça en place, je pense peut-être courant août. Je vous ferai ça avant la rentrée. Je vais essayer début août, mais je suis pas sûre d'avoir tout ce qu'il faut. Et de toute façon, au mois d'août, je pars pas en vacances, donc je serai là et s'il y a besoin, je pourrai vous faire des lives ou des vidéos, il n'y a pas de souci. C'est le deuxième effet, rendez-vous de carrière. Ah, je sais pas si... Tu es fatiguée, c'est ça Marie? Tu as eu ton rendez-vous de carrière ou tu vas l'avoir? Oui, Entrée dans ma classe, a fait des vidéos. Elle a une chaîne YouTube qui est hyper complète, plus complète que la mienne parce qu'elle date un petit peu plus. Et elle fait surtout des vidéos YouTube et c'est hyper intéressant. Franchement, je vous le conseille. Voilà. Bah du coup, je sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas parce que sinon je retourne à mes vacances. Donc voilà, moi je pense que j'ai rien oublié. Je pense que je vous ai tout dit. Donc voilà, donc je résume. Super livre qui se lit très facilement, qui est plein de bonnes idées et qui permet... En fait, c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est pas un livre où on vous dit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est un livre qui va vous faire réfléchir et vous dire « Ah, cette idée-là, j'aimerais la développer dans ma classe et je réfléchis à comment je pourrais la mettre en pratique. » C'est pas du tout un truc pour vous imposer des choses. Ce livre-là, c'est un peu plus directif dans le sens où c'est un dictionnaire, donc ça va pas... Voilà. Mais ça fait quand même bien réfléchir, moi j'aime bien.
Donc voilà. Intéressant. J'ai noté pour l'escape game. J'ai noté pour le conseil de coopération de Daniel Jasmin. Je vais aller regarder ça. Et je réfléchis à une vidéo pour les centres d'autonomie. Voilà, j'ai noté. Le titre du livre. Attends, je le remets bien. Voilà. De toute façon, je l'ai mis sur mon blog. Dans la partie lecture, j'ai fait un article sur les rencontres que j'ai fait chez Retz. Donc du coup, tu y trouveras le nom de l'auteur, le titre et puis une description en fait. Donc voilà, mon tour du monde des pédagogies alternatives. L'école autrement. Donc voilà, pour celui-là. Je prends beaucoup de plaisir à te suivre et c'est très enrichissant pour faire. Réflexion perso, pardon, j'arrive plus à lire. Ah bah tant mieux, je suis contente, tant mieux. C'est le but, hein, c'est de partager. Hein. Je fais, si je reste dans mon coin à pas partager, moi je trouve ça dommage parce que je pense qu'il y a des choses à, peut-être pas tout à retenir, mais il y a quand même des idées qui peuvent peut-être vous faire commencer à faire réfléchir sur d'autres choses. Et tant mieux. Il est à l'envers. Ah pardon. Oui, mais du coup, ouais, ça. Donc voilà, mon tour du monde des pédagogies alternatives. De toute façon, il est sur le blog, donc si tu as besoin de vos références, voilà. Ça fait 1 an que je suis en CE1, CE2 et je continue l'année prochaine. Voilà, cours double que j'adore, que je trouve hyper enrichissant, hyper intéressant et voilà. C'est un cours double, mais moi je ne fonctionne pas en cours double. Hein. Je fonctionne en cours double pour triple des fois, enfin, ça dépend. Classe unique, classe niveau simple. Ça dépend des séances, ça dépend des domaines, ça dépend de plein de choses. Ah, tu es en CE1? Ah bon, moi j'adore. Je crois que c'est le niveau que je préfère, le CE1. L'entrée dans la grammaire vraiment, voilà, assez appuyée. Il commence à devenir assez autonome, mais c'est encore petit. Enfin, moi c'est un niveau que j'adore. Voilà. Ah enfin, team CE1, CE2, super. Ouais, c'est un niveau, moi j'adore. Je pense pas que je pourrais... Enfin, cycle 3, je suis quand même moins fan, mais j'ai eu des mauvaises expériences en fait. Et la maternelle, j'en ai pas eu beaucoup. Donc c'est vrai, je suis très cycle 2. Avec quel support pédagogique penses-tu travailler cette année? Oula, grosse question. Les supports pédagogiques... Ah bah je peux faire peut-être une vidéo, ou un article, ou les deux, j'ai le temps, sur les supports pédagogiques. C'est-à-dire les livres que j'utilise, des choses comme ça, c'est ça? Les livres que je lis pour m'inspirer. Ouais, ça peut être intéressant ça aussi. Faut pas que je l'ai pas encore fait en plus. CE1, 8-9 ans. Oui, 7-8 plutôt, 7-8 ans. Les cours d'août sont super. Moi j'ai eu CP-CE2, CP-CM1, c'est génial, je me suis éclatée. Ah ouais, CP-CM1. Ça peut être cool ça aussi. Ça peut être vachement intéressant d'avoir vraiment un gros écart entre les enfants. Ça doit pas être évident, mais ça doit être hyper intéressant. Tu fais de la graphie avec tes élèves, si oui, combien de fois par semaine et sous quel format? Bah écoute, moi ce que je te propose, maîtresse Estelle, c'est de reposer ta question. En plus il me reste 2 minutes, donc je vais arrêter là. C'est de reposer ta question quand je vais mettre dans mes stories, tu sais, la nouvelle application d'Instagram où tu peux poser une question. Tu peux me poser des questions. Et du coup, je les mettrai dans ma story définitive. Parce que du coup, elle est hyper intéressante ta question de la graphie. Et je pense que ça peut faire l'occasion d'une mini-story, ça peut être sympa. Voilà. Et combien de temps que tu enseignes? Ça fait 9 ans, 8 ans, 9 ans? Je compte plus, j'ai arrêté. L'écart est génial, effectivement. Ouais, ça doit être super sympa. C'est que nous, le plus gros qu'on ait fait dans mon école, c'est CP-CE2. Enfin, il y a du coup une classe d'écart, quoi. 2 classes d'écart. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser là. Moi, je vais retourner à mes vacances. Je vais aller profiter un petit peu du soleil qui se cache un peu là. Et puis voilà. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à m'envoyer en message privé ou alors quand je mette la vidéo sur YouTube. Voilà. N'hésitez pas vraiment. Je suis là pour répondre à vos questions. C'est encore des interrogations si j'ai pas été assez claire. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes vacances, s'il y en a qui sont déjà en vacances. Et puis, moi, du coup, je vais aller en vacances. La semaine prochaine, vous ne verrez plus trop sur les réseaux. Je vais profiter de Thibaut de maîtresse, que je vais rencontrer à nouveau, encore. Et on va profiter toutes les deux. Et ça, c'est cool. Allez, bonne journée. Ciao, ciao. Et j'éteins cette vidéo-là.